Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette troisième et dernière partie sur la formation, le harcèlement moral et sexuel en entreprise. Aujourd'hui, nous allons voir le rôle de l'employeur en matière de harcèlement. Tout d'abord, je tenais à vous rappeler que l'employeur est tenu, vis-à-vis de ses salariés, à une obligation de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail. Le Code du travail lui impose aussi de lutter contre le harcèlement en prenant toutes les dispositions préventives nécessaires. Il est libre d'en choisir les moyens. Il doit notamment prendre toute mesure de diffusion, présentation, sensibilisation visant à l'information des salariés sur la législation en vigueur sur le harcèlement. Il doit mettre en œuvre des actions de formation visant à améliorer la connaissance, la prévention et l'identification des problèmes de harcèlement. Il doit prendre des mesures appropriées visant à faciliter le repérage des faits de harcèlement. Aussi, dans cette partie, je vais donc vous informer des obligations de l'employeur. Tout d'abord, je vais vous parler de la prévention sur le harcèlement. Qu'il s'agisse de harcèlement moral ou sexuel, le mot d'ordre à retenir est prévention. L'employeur doit éviter que ce type de comportement existe au sein de son entreprise. Et pour ce faire, le Code du travail lui laisse carte blanche, puisqu'il indique qu'il peut prendre toute disposition nécessaire. Dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur doit élaborer et tenir à jour un document unique d'évaluation des risques, qui recense l'ensemble des risques pour la santé et la sécurité du personnel en entreprise, notamment les harcèlements moral et sexuels. Le ministère du Travail a diffusé un guide donnant plusieurs conseils pour prévenir le harcèlement sexuel, comme notamment sensibiliser les salariés sur ce sujet en leur apprenant à identifier les situations qui le caractérisent. Cette, cette sensibilisation peut prendre diverses formes: des notes de service, une information sur le site intranet de l'entreprise, la création d'un livret spécifique sur le sujet remis aux salariés ainsi qu'aux nouveaux embauchés, et l'organisation de formations en petits groupes pour que l'information soit plus facilement assimilée. Mais alors, comment l'employeur doit-il réagir lors d'un cas de harcèlement au travail? L'employeur, qui est informé par la victime elle-même, des témoins ou les représentants du personnel d'actes de harcèlement moral ou sexuel dans son entreprise, doit réagir très rapidement. Mais comment? L'employeur peut-il enquêter sur un cas de harcèlement? Oui, l'employeur doit procéder à une enquête pour déterminer les circonstances dans lesquelles la plainte du salarié est intervenue et de vérifier si la situation relève bien d'un cas de harcèlement. Cette enquête est menée avec les représentants du personnel, quand ils existent, et doit garantir la confidentialité des témoignages des personnes interrogées. Aucune crainte pour les témoins. À la fin de l'enquête, il faut établir un compte-rendu avec un avis, des recommandations sur les mesures à prendre vis-à-vis de la victime et des auteurs, ainsi que des mesures préventives pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Il est à noter que pour prévenir les litiges en tant qu'employeur, il est utile d'être accompagné par un avocat spécialisé pour mettre en place un plan de prévention et pour répondre aux alertes de harcèlement au sein de votre entreprise. Comment prendre en charge la victime de harcèlement? À l'égard du salarié victime, l'employeur peut prendre des mesures telles qu'une prise en charge psychologique, un changement provisoire d'affectation en concertation avec lui. L'important est de lui apporter un soutien et de réagir rapidement. Il est à noter que ce soutien permet d'éviter une plus forte dégradation de l'état de santé du salarié, mais également de prévenir les risques de contentieux judiciaires. Afin de prévenir le harcèlement, l'employeur est dans l'obligation de désigner un membre du CSE comme référent harcèlement. Son rôle est de surveiller les situations de harcèlement sexuel ainsi que les agissements sexistes. Il doit orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement et les agissements sexistes. Aussi, il est un soutien moral à toute victime. Ces missions sont identiques aux missions du référent harcèlement dans les entreprises de plus de 250 salariés, que nous allons voir un peu plus loin dans la formation. Le référent harcèlement peut bénéficier d'une formation nécessaire à l'exercice de sa mission en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation est prise en charge financièrement par l'employeur. Elle aide à mieux comprendre le harcèlement et détecter les premiers signes. Cette formation permet de connaître le cadre juridique
et proposer des stratégies à l'entreprise vis-à-vis des actions à mener pour lutter contre le harcèlement moral et sexuel. Cette formation aide à guider, informer et soutenir les salariés dans le cadre de la lutte contre le harcèlement moral et sexuel et les comportements sexistes. Ensuite, l'employeur a l'obligation de mentionner le harcèlement dans le règlement intérieur. Le règlement intérieur doit contenir un rappel des dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel et aux agissements sexistes. Concrètement, cela consiste à recopier dans le règlement intérieur le contenu des articles relatifs au harcèlement moral et sexuel. Même si cette obligation existe depuis quelques années, il est judicieux de s'assurer que le règlement intérieur contient bien ces dispositions. À défaut, l'employeur risque une amende de 750 €. En effet, la responsabilité civile de l'employeur peut être engagée en cas de harcèlement moral ou sexuel, même s'il n'en est pas l'auteur. À ce titre, le salarié peut obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice moral, des éventuelles pertes de salaire liées à une absence non rémunérée, du préjudice spécifique lié au manquement à l'obligation de prévention du harcèlement. La responsabilité de l'employeur peut être écartée si celui-ci prouve qu'il a pris toutes les mesures de prévention, préalablement à la survenance des faits de harcèlement, et qu'il a pris des mesures immédiates propres à faire cesser le harcèlement, dès qu'il en a été informé. Le salarié peut aussi obtenir la rupture de son contrat de travail au tort de l'employeur, via une prise d'acte ou une résiliation judiciaire. Si le juge valide la rupture au tort de l'employeur, celle-ci prend les effets d'un licenciement nul. Le salarié a alors le droit au versement d'une indemnité de licenciement, légale ou conventionnelle, à une indemnité d'au moins 6 mois de salaire. La prévention en amont est donc le meilleur moyen d'éviter ce type de situation nuisible pour le salarié, l'employeur lui-même et la vie de l'entreprise. Dans un troisième temps, l'employeur est tenu de mettre un terme au harcèlement et d'en sanctionner les coupables. Lorsque malgré tous ces efforts de prévention, des agissements constitutifs de harcèlement se produisent, l'employeur doit y mettre un terme et les sanctionner. Cependant, le Code du travail ne précise pas comment l'employeur doit s'y prendre. Doit-il mettre à pied, à titre conservatoire, le salarié accusé de harcèlement? Doit-il changer de service le salarié victime le temps d'éclaircir la situation? Quelles sanctions peut-il prononcer? Le Code du travail prévoit explicitement que tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral ou sexuel est passible d'une sanction disciplinaire. Mais il existe plusieurs types de sanctions disciplinaires. La rétrogradation, la mutation. Attention, elle ne fait que déplacer le problème. L'auteur du harcèlement est susceptible de recommencer auprès d'une autre victime. La responsabilité de l'employeur pourrait alors être engagée. Il existe aussi le licenciement. C'est la sanction la plus évidente. Il existe aussi la mise à pied conservatoire. Dans tous les cas, le plus souvent, le harcèlement est qualifié de faute grave. Aussi, l'employeur est tenu d'informer les salariés sur les sanctions pénales liées au harcèlement. L'employeur doit informer les salariés, les personnes en formation ou en stage, ainsi que les candidats au recrutement des dispositions de l'article 222-33-2 du Code pénal relatif au harcèlement moral et de l'article 222-33 du Code pénal relatif au harcèlement sexuel. Ces dispositions contiennent une définition de chacune de ces deux types de harcèlement et les sanctions appliquées dans ces situations. Depuis le 1er janvier 2019, en matière de harcèlement sexuel, l'employeur doit en plus informer ces personnes des actions contentieuses civiles et pénales applicables, communiquer les coordonnées des autorités et services compétents, à savoir le médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement, l'inspection du travail compétente, ainsi que le nom de l'inspecteur compétent, le défenseur des droits, le référent lutte contre le harcèlement sexuel
dans toute entreprise employant au moins 250 salariés, le référent lutte contre le harcèlement sexuel du comité social et économique lorsqu'un tel comité existe. Il s'agit de deux nouveautés issues de la loi professionnelle. Selon l'étude d'impact, le rappel des dispositions légales relatives au harcèlement sexuel était insuffisant, puisqu'il ne comportait pas d'éléments d'information opérationnelle visant à permettre à toute personne victime de tels agissements de connaître les voies de recours qui lui sont ouvertes, ni l'ensemble des interlocuteurs adéquats. Il est surprenant de constater que ces informations opérationnelles ne concernent pas le harcèlement moral. Faut-il considérer qu'en la matière, l'information du contenu de l'article 222-33-2 du Code pénal est suffisante pour permettre aux victimes de dénoncer ce type d'agissement? Il s'agit probablement d'une prise en compte du gouvernement des récents événements en matière de harcèlement sexuel. La diffusion de toutes ces informations se fait par tout moyen: affichage dans les locaux, sur le site intranet de l'entreprise, et pour le candidat à un recrutement, cela peut se faire par transmission par mail avant l'entretien. Enfin, l'employeur doit obligatoirement désigner un référent lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. C'est la grande nouveauté issue de la loi Avenir professionnel. Depuis le 1er janvier 2019, chaque entreprise d'au moins 250 salariés doit désigner ce référent. Ce référent est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement moral et sexuel et les agissements sexistes. Ses missions sont l'orientation et l'accompagnement des salariés. Ils répondent aux questions des salariés et les informent à ce sujet. La présentation de mesures préventives. Ils préviennent les comportements relatifs au harcèlement sur le lieu de travail, demandent la mise en place de formations sur la prévention du harcèlement au travail et sur ses conséquences sur les salariés. Ils communiquent avec les responsables hiérarchiques des salariés. Ils sont l'interlocuteur entre les salariés et l'employeur. De plus, ils peuvent constituer des dossiers pour dénoncer le harcèlement au travail et faire valoir les droits des salariés. Pour le reste, chaque entreprise fait ce qu'elle peut ou veut, à commencer par l'identité de la personne qui endossera ce rôle. Faut-il que ce soit un membre des services RH? N'importe quel salarié intéressé par ce rôle? Il semble peu judicieux de désigner un représentant du personnel, puisque le Code du travail prévoit aussi l'obligation pour le CSE de désigner un tel référent parmi ses membres. D'autres questions se posent concernant cette personne, notamment sur les formations qu'elle doit suivre, sur l'organisation de son travail au regard de cette mission, sur les modalités dont une victime peut la contacter. Il faut donc saisir l'occasion de faire de cette nouvelle obligation un levier efficace de la lutte contre le harcèlement sexuel. Par contre, en matière de harcèlement moral, les salariés victimes n'ont pas de référent attitré, mais peuvent engager une procédure de médiation. Le médiateur est choisi en accord entre la victime et l'auteur présumé du harcèlement. Le rôle du médiateur est différent de celui du référent, puisqu'il n'intervient qu'une fois que les faits se sont produits, et doit simplement chercher un terrain d'entente entre les deux parties. C'est donc un rôle nécessaire pour régler un tel conflit, mais inefficace pour prévenir le harcèlement moral. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi notre formation. On espère que cela vous a plu et que vous avez appris des choses. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les noter pour nous en faire part au module complémentaire en présentiel.